Le 5 octobre, on décide de passer à l'action. Il est 8h20 en ce lundi matin du 5 octobre 1970, lorsque 4 membres du FLQ se présentent à la résidence du diplomate britannique James Richard Cross, dans un quartier cossu de Montréal. Jacques Langto est le leader du groupe. Je sonne, la bonne vient ouvrir. Je dis à la femme en français, elle comprend plus ou moins le français. C'est une Portugaise, je crois. Je dis, bon, c'est où est-ce qu'il est, M. Cross? Fait que là, elle se met à crier. Langto est armé d'un fusil. Il a aussi une arme pour se défendre contre le chien de la famille Cross. J'avais un tuyau dans ma poche en me disant, si le chien m'attaque, qu'est-ce que je fais? Je tire dessus, c'est affreux. Dans les journaux, le lendemain, on va dire, bon, il a même tué un chien. En quelques minutes, Cross est menotté et enlevé dans une voiture de taxi empruntée. Je me souviens que sa première parole, c'était j'aurais pas pu faire ça un autre jour parce que ce soir, je recevais des amis canadiens-français au Bridge. Au même moment, Julien Giguère entre au bureau. C'est sa première journée comme patron à la section antiterroriste de la police de Montréal. Quand j'arrive au travail, dans ces branle-bas de combat, tout le monde est énervé au bureau, puis ils me disent « Ah, il y a un enlèvement qui a été fait, le consulat grec qui est enlevé. » Ce fut la première erreur de communication de la crise d'octobre. Il y en aura bien d'autres. Dans les minutes qui ont suivi, on a eu un autre coup de téléphone, on dit « Ben non, c'est pas les Grecs, c'est de la Grande-Bretagne, Grande-Bretagne. » Alertés, les journalistes se rendent sur les lieux de l'enlèvement. Claude-Jean de Virieux est alors reporter pour Radio-Canada. C'était la première fois que l'on kidnappait une personnalité dans la province de Québec. En fait, il s'agissait du premier enlèvement politique de l'ère moderne en Amérique du Nord. Une tâche à la réputation du Québec. Nous ne comprenons pas, dans une société civilisée comme la nôtre, qu'on puisse faire de tels gestes. Le communiqué du FLQ qui revendique le coup est saisi par la police avant de se rendre aux médias. Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'on apprend ce que les ravisseurs demandent, par la voix du ministre de la Justice du Québec, Jérôme Choquette. Je puis dire que l'on réclame la publication d'un manifeste politique dans tous les journaux du Québec. On réclame la libération d'un certain nombre de prisonniers dits politiques. Parmi ces prisonniers se trouve le frère de Jacques Langto, François. Leur sœur Louise fait aussi partie du FLQ. 3 des enfants donc de Gérard Langto, chef d'un parti d'extrême droite et fédéraliste. Mon père se présentait comme le bras droit d'Adrien Arcand. Donc un fasciste, raciste, pro-nazi, niait l'Holocauste et tout ça. Mon père, il nous élevait dans le racisme le plus abject. Pour lui, un noir, c'était quelqu'un d'équivalent à un chien. J'ai connu cette période-là jusqu'à l'âge de 15 ans. Après, ça a été comme la révolte totale. Je me suis enfermé chez moi, dans le sous-sol, je parlais plus. Une phase très noire, je voulais me suicider. Enfin. En sortant de cette révolte à 17 ans, Jacques Langto se joint à d'autres jeunes indépendantistes radicaux unis sous la bannière du Front de libération du Québec. En 1963, leur campagne de graffiti se transforme en une première vague de vols de banques et de munitions, puis en une succession d'attentats à la bombe et d'incendies criminels dirigés principalement contre des édifices fédéraux. Pour avoir lui-même lancé un cocktail Molotov sur une caserne militaire, Jacques Langto passera quelques mois en prison en 1963. C'est un défilé de la Saint-Jean-Baptiste, 5 ans plus tard, qui l'amène à reprendre les armes. Alors les chevaux arrivent maintenant. Ça va régler la situation. On n'a jamais diffusé ces extraits enregistrés par Mégarde, puis oubliés dans les archives. Ils proviennent du quart de reportage de Radio-Canada, qui s'apprête en cette soirée du 24 juin 1968 à couvrir en direct le défilé de la Saint-Jean, rue Sherbrooke à Montréal. Dans l'heure qui précède la mise en onde de l'émission, les animateurs ignorent qu'ils sont enregistrés,
alors que des affrontements violents se déroulent sous leurs yeux. On va être obligé de mentionner plusieurs incidents remarqués. Moi, je trouve c'est impossible de rien dire. L'affaire est délicate. Nous sommes à la veille des élections fédérales et de l'arrivée au pouvoir de Pierre Elliott Trudeau, invité parmi les dignitaires. Le mot d'ordre, c'était « on va lancer des tomates », pas de bière, pas de bouteilles, c'était « on va lancer des tomates sur l'estrade d'honneur » où Trudeau promettait d'être bien présent. Et, donc, il y en a qui ont oublié leurs tomates, visiblement. Il y en a qui ont oublié. Moi, je sais que je suis arrivé les mains libres, j'avais ni tomates, ni bâton, ni rien. Plusieurs militants indépendantistes ont cependant apporté des liquides irritants qu'ils lancent au visage des policiers. Et le défilé n'a pas encore commencé. Est-ce qu'on va en transporter beaucoup comme ça? La manifestation tourne à l'émeute. Les policiers chargent la foule sans ménagement. Le ton est donné pour ce qui sera bientôt baptisé le lundi de la matraque. Cette fois, plusieurs caméras témoignent de la violence. Je vois des gens à côté de moi qui se font matraquer par la police et on est une foule et les gens n'interviennent pas. Alors, moi, je crie aux gens, bon, écoutez, on ne peut pas laisser faire ça, on fera empêcher la police de frapper des gens par terre. J'ai vu des scènes horribles, des jeunes filles traînées par les pieds dans les tessons de bouteilles, un cheval rentrant dans la foule et écrasant des gens, un motocycliste qui essayait de faire reculer les gens et qui avait renversé une personne en fauteuil roulant. Ça a été très dur, très très dur. Il y a des projectiles qui maintenant volent en tous sens et les invités de l'estrade d'honneur rentrent à l'intérieur. Je pense, Henri, que nous devrions terminer ici. L'émission spéciale, maintenant en ondes, s'arrête abruptement sur une image qui passera à l'histoire, celle de Pierre Trudeau refusant de quitter l'estrade. Monsieur Trudeau insiste, il veut demeurer sur place. Le téléjournal de Radio-Canada. Au téléjournal ce soir-là, Claude-Jean de Virieu y va d'une description incisive qui lui vaudra une réprimande. Puisqu'on m'a demandé de vous dire ce que j'ai vu les policiers perdre leur contrôle et frapper de façon sauvage. J'ai pas eu le temps de faire grand-chose. J'ai pris le bâton de la police qui s'est lancé vers moi pour me frapper et j'ai perdu connaissance. J'ai senti un coup, j'ai vu des étoiles, comme dans Tintin, mais je me suis ramassé dans le panier à salade, qu'on appelle dans le fourgon cellulaire. Et puis, bon, je me suis réveillé dans les bras de Paul Rose. Il m'a épongé le visage avec sa chemise, je m'en souviens. C'est ainsi que Paul Rose et Jacques Langto, les deux leaders de la crise d'octobre, se sont rencontrés parmi les 290 personnes arrêtées. Le lendemain, ils témoignent de leur nuit au poste de police devant la caméra d'un jeune documentariste, Pierre Harel. J'ai vu dans notre cellule, nous autres, il y en avait 3 qui n'étaient pas trop bâtis, puis ils ont fessé dessus à coups de poing, à coups de pied. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a perdu connaissance, et puis on a essayé d'appeler la police à travers les grillages, puis la police est arrivée, ben, elle a dit « crève le petit chien ». La personne, quelqu'un qui se fait matraquer, qui perd connaissance, ça peut être assez dangereux. C'est en tournant ce documentaire que germe l'idée de relancer le FLQ, qui connaît depuis quelques années une accalmie relative. Mais à la différence de certaines cellules du front qui reprennent de plus belle les attaques à la bombe, le groupe Langto-Rose, lui, choisit le sentier de la propagande. Dans un premier temps, Pierre Harel irait filmer tout ce qu'il y a de dégueulasse au Québec. Cette histoire n'a jamais été racontée. Jacques Langto la confie pour la première fois. On voulait avoir du matériel pour diffuser pendant 24 heures de temps, créer un immense téléthon. Financé par des vols de banque, le projet prévoyait le tournage par Harel d'un documentaire montrant l'exploitation des ouvriers francophones au Québec. Il serait suivi du kidnapping d'une personnalité, puis de la prise de contrôle des ondes de la télévision de Radio-Canada pour une spéciale qui s'appellerait Showtime. Quelques heures avant,
un commando enlèverait à sa résidence à Québec le lieutenant-gouverneur. Et donc, nous, au même moment, on rentre à Radio-Canada, on rentre là la nuit et on prend possession de la tour de diffusion, puis on dit, bon, écoutez, laissez-nous diffuser pendant 24 heures de temps ce qu'on veut diffuser. J'étais en onde, le document a dû arriver à CKLM vers 1h30, je suppose, je l'ai eu quelques minutes après. Le lendemain de l'enlèvement de James Cross, le FLQ court des risques pour que ses communiqués se rendent jusqu'aux médias sans tomber entre les mains de la police. Qui est-ce qui l'a apporté? C'est un homme, je ne l'ai pas vu, il l'a laissé à la téléphoniste, à la réceptionniste, il est reparti tout de suite. Après sa diffusion à la station CKLM, le communiqué est repris par tous les médias. Les autorités en place ne semblent pas prendre au sérieux les recommandations du FLQ déjà formulées dans le premier document. Il serait plus sage pour sauver la vie de M. Cross d'agir conformément à nos conditions. Il est certain que quand le délai sera expiré, nous n'hésiterons pas à supprimer M. Cross. C'est Jacques Langto qui avait écrit le communiqué. On faisait un chantage à la mort. C'était odieux, mais entre lui et nous, on savait que c'était clair qu'on ne le tuerait jamais. On lui a dit, même si on met ça dans les communiqués, parce qu'on lui faisait lire les journaux, ne vous en faites pas, on est incapable de tuer une mouche. Moi, j'avais jamais été à la chasse de ma vie. Je me servais d'une arme à feu. C'était la première fois que je prenais une arme à feu dans mes mains. Donc, j'étais un néophyte. Donc, on l'avait rassuré en ce sens-là qu'il ne se passerait rien. On avait aussi dit à James Cross que l'affaire serait réglée en quelques jours. Aveu étonnant de Langto, alors que le discours indépendantiste reproche à Ottawa d'avoir joué un rôle central dans la crise, c'est, dit-il, précisément ce que cherchait à obtenir le FLQ. Vous attendez une réponse de qui à ce moment-là? De Québec ou d'Ottawa? D'Ottawa. On sait qu'avant tout, on s'attaque à Trudeau, Ottawa. Parce que c'est un diplomate. C'est ça, parce que c'est un diplomate. Ça relève des affaires étrangères. C'est ça, c'est un fédéral. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Le gouvernement fédéral a rejeté les conditions posées par le Front de libération du Québec pour la libération du délégué commercial britannique James Richard Cross, mais est prêt à engager des négociations avec ses ravisseurs. Que se passera-t-il maintenant, le FLQ? Marc Lalonde est alors le directeur de cabinet du premier ministre Trudeau, son bras droit. La première réaction, ça a été de dire gardons du calme, essayons de montrer un peu de flexibilité et ne fermons pas la porte immédiatement. C'était une intention de négocier ou de gagner du temps, de voir venir? C'était d'abord de gagner du temps. Gagner du temps, espère alors Ottawa, pour permettre à la police d'identifier les coupables. Mais c'est déjà fait, car pour la section antiterroriste, l'enlèvement est signé. Ou dans les heures qui ont suivi, là, c'est le manifeste qui, là, a allumé complètement. Il dit, ah, voilà d'où ça vient, voilà quel groupe que c'est. Et pouvez-vous mettre des noms déjà sur ce groupe-là? Déjà, on soupçonnait, si on veut, Jacques Langto. Jacques Langto vit alors dans la clandestinité depuis plus de 6 mois, depuis que la police l'a relâché par erreur en attente de son procès pour une tentative d'enlèvement du consul d'Israël à Montréal. Puis, en juin 70, les policiers ont déjoué un autre projet de kidnapping, cette fois du consul américain, et trouvé un premier exemplaire du manifeste du FLQ quasi identique. François Langto, le frère de Jacques, est arrêté dans l'opération, mais lui n'est pas relâché. C'est pourquoi il se trouve sur la liste des 23 prisonniers que le FLQ veut faire libérer en échange de l'otage. Une formule qui a fait ses preuves chez les groupes révolutionnaires d'Amérique du Sud, comme les Tupamaros en Uruguay. Les Tupamaros, c'est un peu notre modèle. C'était des gens qui faisaient des actions assez spectaculaires, sans trop de bavure. Para librar la patria de malvivientes, hay que echar los ministros y al presidente. En fait, Langto se voit comme un croisement entre Che Guevara et Arsène Lupin. J'avais cette prétention-là d'être une espèce de gentleman cambrioleur, mais révolutionnaire. On voulait faire une révolution sans casser des œufs. Il y avait du romantisme, il y avait de la jeunesse. Hein? Moi, j'étais un des plus vieux dans la FLQ, j'avais 25 ans. Les autres avaient plus 18, 19. Souvent, ça avait été mes étudiants. Fait que les gens m'ont pris pour le chef, mais je n'ai jamais été chef de rien. Robert Comeau enseignait à l'Université du Québec à Montréal le jour.
Le soir, avec de jeunes felkistes, il planifiait l'avènement d'un Québec indépendant et socialiste. Le but du FLQ, c'était pas de faire la révolution, c'était de sensibiliser la population à l'idée d'indépendance. Parce que les journaux, à l'époque, ils bloquaient ça. Hein? Puis le manifeste, c'était ça, c'était avoir la possibilité de le dire. Exactement. Le FLQ voulait faire parler de lui et, à mon sens, la lecture du manifeste, et c'était une bombe. Pour des raisons humanitaires qui apparaissent évidentes par suite des développements des derniers jours. En début de soirée, le 8 octobre, Gaétan Montreuil lit intégralement le manifeste du FLQ sur les ondes de Radio-Canada. Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre et purgés à jamais de sa clique de requins voraces, les big boss patronneux et leurs valets qui ont fait du Québec leur chasse gardée du cheap labor et de l'exploitation sans scrupules. C'est Jacques Langteau qui est l'auteur principal du texte. Un texte qu'il juge aujourd'hui plutôt racoleur. Il était un peu démagogique, il faut dire. Il allait chercher tous les bobos, ce qui était socialement inacceptable au Québec, puis on l'a tout mis dans le manifeste. C'était un condensé de ce qui allait mal au Québec, de sorte que tout le monde pouvait se reconnaître un peu dans ce qui était dit. Et c'est ce qui est arrivé par la suite. Les gens se sont reconnus. Notre lutte ne peut être que victorieuse. On ne tient pas longtemps dans la misère et le mépris un peuple en réveil. Vive le Québec libre, vive les camarades prisonniers politiques, vive la Révolution québécoise, vive le Front de libération du Québec. J'avoue honnêtement que j'avais hâte que ça se termine. Gaétan Montreuil, l'annonceur désigné à la dernière minute pour lire le manifeste, en garde un souvenir ému, loin du ton neutre qu'il s'était alors imposé à lui-même. Moi, je suis né dans Saint-Henri, je suis un fils d'ouvrier. Je suis né pauvre. Et j'ai vécu ce qu'on rapporte dans ce texte-là. Donc ça m'a touché quand je l'ai lu. Mais il fallait pas que ça paraisse. C'était un document qui nous apparaissait franchement assez farfelu dans sa rédaction. Et puis on s'est dit, bon, s'il faut faire un geste pour démontrer un peu de flexibilité et gagner du temps, c'est le genre de choses qui peut être cédé sans que, sur l'essentiel, on cède. Une preuve de plus qu'ils étaient déconnectés du Québec, si je puis dire. Parce que là, vous croyez que ça a été une erreur de leur part? D'après moi, oui. De laisser la lecture du manifeste, oui, sur les ondes. Ça nous a ouvert énormément de portes, ça a créé un courant de sympathie énorme. Je pense que c'est probablement ça qui a sauvé la vie de M. Cross. Pour nous, ça a été une grande victoire. J'avoue que dans les heures qui ont suivi, on a pensé peut-être qu'on devrait libérer James Cross. On avait obtenu, on peut dire, 90% de ce qu'on voulait. La section antiterroriste avait aussi obtenu ce qu'elle voulait dans le manifeste. Une empreinte digitale, celle de Marc Carbonneau, un des leaders avec Jacques Langteau d'un mouvement de syndicalisation des chauffeurs de taxi et aussi un des ravisseurs de Cross. C'était notre ligne de conduite de dire les Langteau et Carbonneau sont nos deux principaux suspects. Dès le début, dès les premiers jours. Dans les premiers jours. Sans mandat, la police multiplie les fouilles et les arrestations, y compris contre des journalistes comme Louis Fournier de CKAC. Je me suis aperçu après coup que c'était surtout pour faire une perquisition chez moi. En fait, on a utilisé des méthodes que je trouve assez drôles. Et sans doute qu'on a voulu trouver autre chose aussi chez moi, mais j'ai l'impression qu'ils ont été assez déçus. Quand je suis revenu, j'ai vu tout de suite qu'ils avaient fouillé dans les papiers et surtout que ma machine à écrire s'était envolée. Dans ces papiers, la police trouve plusieurs originaux des communiqués du FLQ. Simon, je vous demande de quelle façon vous êtes procuré ces documents-là. Alors, les documents du FLQ, je les ai reçus chez moi et par taxi, tout simplement. Et je les ai diffusés ensuite à CKAC. Et livrés par qui, un chauffeur de taxi? Par un chauffeur de taxi, tout sans simplement. aucune note? Absolument pas. Un de ces documents est le manifeste du FLQ que Louis Fournier a lu à la radio de CKAC presque 24 heures avant qu'Ottawa ne donne le feu vert à Radio-Canada.
j'ai lu le manifeste à ce Vous moment-là. avez été le premier à lire le manifeste du FLQ, c'est pas Gaétan Montreuil, c'est vous. C'est ça, exactement. Le fait que Louis Fournier le lise à CKAC, c'était pas un hasard? Ben Louis, on sait que c'est un indépendantiste engagé. Moi, j'ai étudié avec lui depuis 1957 au Collège Sainte-Marie. C'est un bon copain. N'empêche, l'arrestation de Louis Fournier fait grand bruit dans la profession journalistique, d'autant plus que la police avait utilisé un prétexte farfelu, disant le soupçonner d'un vol de banque. M. Fournier, qu'est-ce qui s'est produit cet après-midi à 4h30? Eh bien, des policiers qui se sont présentés chez moi. Ils étaient munis d'un mandat de perquisition verbale, m'ont-ils dit. Mandat de perquisition et d'arrestation concernant un meurtre et un vol à main armée qui avait été commis dans l'est de Montréal hier. On voit que finalement la police avait pas encore à ce moment-là tous les outils que la loi sur les mesures de guerre lui a donnés plus tard. Samedi 10 octobre, le ministre de la Justice, Jérôme Choquette, se présente dans un studio de Radio-Canada. Accueilli par un jeune animateur, Bernard Derome, quelques minutes avant l'expiration du dernier ultimatum du FLQ, il vient offrir aux ravisseurs une voie de sortie. Pour eux, mais pas pour les 23 autres felkistes en prison. Il est 17h30. À titre de concession ultime, pour sauver la vie de M. Cross, le gouvernement fédéral m'informe qu'il est disposé à vous offrir le sauve-conduit vers un pays étranger. Moi, je me souviens très bien, je suis retourné chez moi. Écoutez, c'est pas mélange. Je pense qu'à 18h15, c'est l'heure à laquelle, je pense, Pierre Laporte était enlevé. Une seconde cellule du FLQ, la cellule Chénier, enlève le ministre québécois du Travail et de l'Immigration, M. Pierre Laporte, qui jouait avec son neveu devant sa maison, rue Robitaille, à Saint-Lambert. La rapidité et l'agressivité dont les terroristes ont fait preuve portent la consternation à son compte. Dans l'appartement où il détient James Cross, Jacques Langto apprend à la télévision la nouvelle du second enlèvement. Tout de suite, il reconnaît le travail de son ami Paul Rose, qu'il croyait en voyage aux États-Unis. Par la description de la voiture que la police fait, on sait que c'est Paul Rose, que c'est son groupe, sa cellule. Donc, on se réjouit. On dit, bon, on n'était pas au courant du tout, là. J'arrive sur les lieux, sinon le premier reporter sur place. Pour Michel Saint-Louis, alors reporter à CKAC, c'est ce soir-là que commence vraiment la crise d'octobre. On croyait au début qu'il y aurait moyen de s'entendre, mais avec l'enlèvement de Pierre Laporte, on s'est rendu compte que la situation était passée de très sérieuse à critique même. À la réflexion, le groupe Langto commence aussi à s'inquiéter. On n'est pas fort. On a peur. On n'a pas eu ce qu'on pensait avoir au bout d'une semaine. La crise dure. Ça mobilise des forces qu'on ne pensait pas que ça mobiliserait. Là, c'était comme un peu trop. C'était comme montrer une organisation qu'on n'était pas. Puis ça risque d'attirer, disons, des ressources policières un peu plus grosses. On va frapper plus fort. Dimanche 11 octobre, jour de l'Action de grâce, le FLQ multiplie les communiqués et les médias électroniques, les bulletins spéciaux. Relativement à l'enlèvement de M. Pierre Laporte, nous avons un développement qui survient à l'instant. La station radiophonique CKAC de Montréal vient de recevoir un troisième communiqué émis par le Fonds de libération du Québec, particulièrement par la cellule de financement Chénier. Dans ce communiqué, la cellule Chénier, qui a enlevé Pierre Laporte, réclame des instructions de la part de la cellule Libération de Jacques Langto. On imagine ici, les journalistes imaginent qu'ils utilisent peut-être ce système de communication par communiqué public pour communiquer entre eux. À travers CKAC. De toute façon, il est maintenant quoi? Il est maintenant 5h20. Le délai final est fixé. Je pense que c'est la première fois qu'il y a eu de l'information en continu au Canada, je dirais, ou à peu près. Vous avez une copie du... Oui, j'ai le début du communiqué de la cellule Chénier, la cellule de financement Chénier, que l'on a commencé à me dactylographier. La salle des nouvelles devient le théâtre d'un drame
qui se déroule sous nos yeux. Et pour la première fois, donc, des caméras sont entrées, des caméras noires et blancs. Je veux dire, il y en a 3 ou 4 qui sont entrées. Et puis, excusez, ça fonctionnait jour et nuit. Je veux dire, on couchait presque là. Donc un communiqué accompagné d'une lettre adressée de la main de M. Pierre Laporte adressée à M. Bourassa, ainsi qu'une série de cartes de crédit appartenant à M. Laporte qui prouvent évidemment que M. Laporte est entre les mains de cette cellule de financement Chénier. Daniel Mécanis, vous avez eu connaissance d'un nouveau communiqué du FLQ. Comment? Eh bien, nous avons appris d'abord ce matin, le premier communiqué nous donnait certaines précisions et ce communiqué était accompagné d'une carte d'identification de M. Laporte. À CKAC, le journaliste Daniel Mécanis étale les cartes de crédit de Pierre Laporte pour ses collègues photographes et caméramans des autres médias. Écoutez bien. Ainsi que je vais prendre des photos, faites ça vite parce que... Honnêtement, la police réclame ça là, depuis plusieurs minutes déjà. C'est beau comme coopération. Une bande de criminels qui aident des criminels. Ils font disparaître toutes les empreintes digitales, toutes les pièces justificatives qui sont là, toutes les pièces. Vous dites les journalistes étaient des criminels? Ben, c'est des bandes de criminels. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils détruisent de la preuve, là. Des empreintes digitales qu'on aurait pu peut-être prendre, qui auraient pu aider à identifier positivement, à faire de la preuve dans le futur sur ceux qui ont manipulé ces pièces-là. Ça aurait pu avoir les empreintes des roses là-dessus, en fin du groupe, les ravisseurs. Nous, sérieusement, on n'a pas pensé à ça. Il n'y avait pas de CSI à l'époque pour nous faire penser à ces trucs-là. Mais c'est évident que l'on voulait permettre le plus grand accès à l'information possible pour tous les médias avant de remettre ces éléments-là aux forces policières. Ça, c'était voulu. OK. Si les journalistes sont pour la révolution puis le renversement, ben oui donc. Foutons la pagaille dans tout ça, puis allez donc pas la police. Vous avez vraiment senti que les journalistes étaient sympathiques au FLQ? Bien sûr, bien sûr. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui sont allés en prison. Par la suite. Tout le monde était un peu sur le gros nerf, entre guillemets, comme on dit, mais tout le monde l'était, les policiers, nous, enfin, c'était une période très, très, très particulière. En effet, la machine médiatique s'emballe et le FLQ en profite, envoyant ses communiqués tour à tour à CKLM et CKAC. Notre stratégie de communication était essentiellement basée sur ces deux stations-là qu'on mettait plus ou moins en compétition, avec un communiqué par-ci, un communiqué par-là. Donc, on était assuré d'avoir une bonne diffusion de nos communiqués. C'est ce qui nous importait avant tout. Tout le monde courait après, tout le monde voulait avoir l'exclusivité du témoignage ou avoir la nouvelle en premier. Et effectivement, on a vu que ça marchait. Comment l'avez-vous reçu? Un coup de téléphone nous disant qu'il y avait un communiqué pour moi dans les pages jaunes, dans une cabine téléphonique au coin de la 10e avenue de Beaubien. Nous étions aux aguets, évidemment, et puis tout de suite, des reporters sont partis, et c'était là. Pendant la crise, journalistes et policiers jouent au chat et à la souris. Tiens, ça c'est moi. Chacun convaincu de faire la bonne chose. Lorsque Daniel Mécanis ou moi, on arrivait avec un communiqué, on n'était pas pour leur dire on a un communiqué. Les policiers étaient très corrects, sauf à une ou deux reprises, je pense, avec M. Giguère, je crois, là, qui a eu une petite prise de bec sur un communiqué, mais sinon, ça se faisait civilement. Bien entendu, eux voulaient mettre la main sur les communiqués rapidement, et nous voulions, bien entendu, aller à l'antenne pour les livrer en ondes avant. Mais ça s'est fait correctement. Au nom de la concurrence, vous êtes prête à détruire la preuve, vous êtes prête à commettre une infraction criminelle, à savoir aider, assister, cacher ou receler une preuve? Donc, on a cru à l'époque que les policiers avaient mis la main sur certains communiqués avant nous. On a cru, parce qu'on est un peu paranoïa, les journalistes, on a cru que les policiers avaient mis les lignes de notre salle des nouvelles sur écoute. Chose certaine, une semaine après l'enlèvement de James Cross, puis de Pierre Laporte, la pression monte sur l'escouade antiterroriste. À son directeur qui réclame des résultats, Julien Giguère réplique que l'enquête avancerait mieux si la police avait le pouvoir d'interroger les témoins pendant quelques jours, plutôt que de devoir les relâcher après 24 heures, comme l'exige la loi. Si on avait quelque chose du genre, j'ai dit, ça se travaillera probablement mieux. Donc, l'idée de la loi des mesures de guerre, c'est vous qui l'avez eue? Peut-être. Hein? Peut-être. Lundi 12 octobre, tous les ministres québécois sont retranchés depuis la veille à l'hôtel Reine-Élisabeth de Montréal
sous haute surveillance policière pour éviter un nouvel enlèvement. Le premier ministre Robert Bourassa a annoncé l'ouverture de négociations avec le FLQ. Le mandat est confié à son ami, Maître Robert Demers. Certains ont dit que votre mandat, en fait, c'était de gagner du temps. Mon premier mandat, c'était certainement pas d'accélérer les choses. Ça, c'est sûr. Je connais M. Demers. Nos discussions ont été courtoises. Le négociateur du FLQ est l'avocat Robert Lemieux. Maître Demers m'a donné l'impression que le gouvernement est sérieux et qu'il entend, en réponse à votre question, se rendre aux exigences ou aux conditions posées par les deux cellules du front. Cette journée-là, on n'a jamais discuté de ça. Absolument pas. C'est de l'invention pure et simple de la part de Lemieux. Il faut tout de suite que vous compreniez une chose. Lemieux ne déclare jamais rien aux journalistes qui est une relation exacte avec la vérité. Et puis, un autre avocat arrive en coulisses, Michel Côté, le conseiller juridique du maire de Montréal, Jean Drapeau. Il va rencontrer le superviseur de la section antiterroriste, Julien Giguère. Il est arrivé à mon bureau, on se connaissait, puis là, il dit qu'essaie de dire à ton directeur, toi. Il lui explique son idée de donner aux policiers le pouvoir de détenir des témoins pendant quelques jours pour pouvoir les interroger en profondeur. J'ai dit, ça pourrait peut-être aider les gars qui sont aux enquêtes. J'ai dit, nous autres, moi, je suis dans l'enseignement, puis je fais des filatures, puis je fais ça, puis on regarde ce que j'ai rendu. Mais comment aboutir à interroger du monde, puis on n'a rien, là. D'accord, il laisse-moi m'occuper de ça. Vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas arrêter 300 personnes. À Québec, on n'a rien à offrir à Michel Côté, qui aura plus de chance à Ottawa, où quelqu'un se souvient d'une loi toujours en vigueur, la loi des mesures de guerre. C'est un fonctionnaire à Ottawa du ministère de la Justice, suivant les informations que j'ai eues par la suite. Il est venu me dire, il y a une loi des mesures de guerre. J'ai dit, c'est quoi ça? Fait qu'il m'avait expliqué ça, grosso modo. Je dis, ah, ça n'a pas de bon sens. Vous en demandiez pas tant? Ben non, évidemment pas. Mesure de guerre ou pas, le mardi 13 octobre, l'armée commence à se déployer à Ottawa autour des ambassades et des édifices gouvernementaux. Un journaliste de la CBC confronte Pierre Elliott Trudeau sur cette présence gênante dans un échange désormais célèbre. Sir, what is it with all these men with guns around here? Haven't you noticed? Yeah, I've noticed them. I wonder you people decided to have them. What's your worry? I'm not worried, but you so seem if you're to not be. worried, what's your... I'm not worried. I'm worried about living in a town that's full of people with guns running around in it. Are you? Have they done anything to you? Have they pushed you around or anything? They've pushed around friends of mine. Yeah? What were your friends doing? Trying to take pictures of them. Well, there's a lot of bleeding hearts around who just don't like to see people with helmets and guns. All I can say is go on and bleed, but it's more important to keep law and order in this society than to be worried about weak-kneed people who don't like the looks of a soldier. At any cost? At any cost? How far would you go with that? How far would you extend that? Well, just watch me. Just watch me. Watch me. Watch me. C'était un avertissement aux terroristes. Vous ne la gagnerez pas, celle-là. Ce n'est pas vrai que par la violence et le crime, vous allez être capable de faire la pluie et le beau temps, de faire libérer des gens qui ont été condamnés pour des actes criminels. Justement, selon Robert Demers, l'avocat du FLQ ne veut parler que d'une seule des 7 demandes du groupe. Et c'était quoi? C'était l'élargissement des 23 prisonniers politiques. Les autres sujets, on pouvait facilement les laisser de côté. Cette demande répugne au gouvernement, confronté depuis 7 ans à des dizaines d'attentats du FLQ, avec des bombes de plus en plus puissantes qui ont fait une demi-douzaine de morts. Et les gens qui étaient en prison à l'époque, c'était pas des prisonniers politiques, c'était des criminels qui avaient fait sauter des bombes, qui avaient tué du monde, qui en avaient blessé, qui avaient
participer à des vols à main armée. Ce que moi je qualifie de prisonniers politiques, ce sont des gens qui ont fait des actions pour faire avancer une situation donnée au Québec, la situation coloniale qu'on disait à l'époque du Québec. Donc pour faire avancer une cause, c'était pas dans un but d'enrichissement personnel. Au contraire, ce sont des gens qui se sont appauvris. Pour moi, il n'y a pas de prisonniers politiques. Le terrorisme ou les terroristes, c'est du crime organisé. Que ce soit un vol à main armée, un meurtre, sauf qu'on voit bien aujourd'hui que toutes ces causes-là étaient des causes politiques et tous les gestes qu'ils ont posés, c'était en fonction de cette cause-là. Pour moi, c'est très clair, ça. On peut financer sur les mots, là, mais c'était des gens qui agissaient avec des motifs politiques. Vous, avez-vous un problème avec l'expression prisonnier politique? Ben, tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas de problème. Moi, je pense qu'un prisonnier politique, c'est plus dangereux qu'un prisonnier ordinaire, tout simplement. Sans contact direct avec les ravisseurs, Robert Lemieux multiplie les apparitions médiatiques. Je m'adresse aux gens du front. J'imagine qu'ils sont à l'écoute ou le seront. Il donne des conférences de presse que nous, on suit religieusement. On achète tous les journaux, on écoute la radio, on écoute la télévision. On est branché tout le temps. Et donc, on fait une lecture de ces messages. La suggestion du négociateur du gouvernement serait que un membre de la cellule Chénier et un membre de la cellule Libération se livrent. Ça, c'est de la fabulation totale. On n'a jamais parlé de ça. La stratégie de Lemieux et des gens qui l'entouraient à ce moment-là, c'était d'essayer, de créer de l'animosité le plus possible, et deuxièmement, de créer une situation où on allait ridiculiser le gouvernement le plus possible. J'ai dit que ça m'apparaissait un peu fort, oui. Quand on entend dans le fond de la salle un gros bullshit, là, la réaction des journalistes... Il y avait une sympathie des journalistes? Il y avait une sympathie vis-à-vis la cause. Comme il y avait une sympathie au Québec, je dirais, de la plupart des milieux universitaires, de la gauche québécoise vis-à-vis la cause défendue par le Fonds de libération. Vous sentiez que vous aviez une sympathie du côté des journalistes? On le sentait un petit peu. À l'époque, il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu de violence extrême. Certains diront, oui, mais enlever un personnage, c'est une violence. C'est vrai, mais il n'y a pas eu physiquement de telle violence. On est encore comme des Robins des Bois. Donc, c'est, comme disait à l'époque Michel Chartrand, James Cross ou Pierre Laporte est en pénitence. Donc, c'est pas plus grave que ça. Donc, il y avait un peu ce climat bon enfant qui régnait. Pas à Ottawa, où le cabinet fédéral se réunit le 14 octobre pour prendre connaissance d'un rapport secret. Il provient du Centre des opérations stratégiques, que dirige alors Marc Lalonde. La fonction de ce groupe-là était justement de nous aviser, d'analyser l'information et de voir comment on pouvait contrebalancer la campagne de propagande énorme que faisait le FLQ au travers les médias. Le rapport estime que la meilleure défense est l'attaque. Il conclut, le gouvernement doit certainement avoir des munitions à tirer. La meilleure défense, c'est l'attaque. Oui, c'est assez élémentaire. C'est un classique. C'est un classique. Il n'y avait rien de bien nouveau dans cette analyse-là. Si Marc Lalonde minimise aujourd'hui son rôle dans la réunion du cabinet où l'on donnera le feu vert à la loi des mesures de guerre, le ministre des Communications de l'époque, Eric Kearns, écrira plus tard dans son autobiographie que c'est Lalonde qui dominait la rencontre et qu'il a convaincu les ministres d'adopter la méthode forte. Je trouve que M. Kearns, qui a écrit ce livre-là plusieurs années après, me fait beaucoup d'honneur. Je n'étais pas membre du cabinet, je n'étais pas ministre, je n'étais qu'un conseiller.
Un conseiller qui dit avoir simplement relayé les informations provenant du maire Jean Drapeau et de son bras droit, Lucien Saunier. Il craignait effectivement qu'il soit incapable de contrôler la situation. Il parlait d'émeutes et une véritable insurrection, quoi, qu'il craignait, quoi. Nous autres, ça fait 3 ans qu'on dit il va y avoir des enlèvements. Mais là, les autres, ils ont prédit les assassinats sélectifs. J'ai dit, madame, s'il y a une loi des mesures de guerre, elle peut faire de quoi pour empêcher tout ça en même temps, bien, hey, dans le là. Jeudi 14 octobre, les négociations avec l'avocat du FLQ, maître Robert Lemieux, vont au plus mal. Que les autorités bougent! Il faut réaliser là, que Lemieux, hein, c'est pas un avocat dans le sens ordinaire du terme. Hein. C'est un sympathisant et, à mon avis personnel, un participant à une organisation qui s'appelle le FLQ. Robert Demers, le négociateur du gouvernement québécois, en veut pour preuve que Lemieux s'entoure ouvertement de Pierre Vallière et Charles Gagnon, 2 des idéologues du FLQ, auquel s'ajoute le syndicaliste et activiste Michel Chartrand. L'attitude de Lemieux, qui ment, qui se contredit, qui me dit une chose et qui change d'idée, qu'il est prêt à continuer les négociations et puis qui finalement décide que non, il ne les continue pas, qui donne comme excuse qu'il a un entourage, c'est bien certain qu'avec cela, on n'aurait pas pu aller très loin. Le blocage est donc imminent alors qu'arrivent au Québec les premiers soldats appelés en renfort. Au départ, ils viennent simplement garder certains immeubles pour dégager les policiers québécois débordés. Néanmoins inquiet par cette présence, un groupe de 16 personnalités regroupées autour de Claude Ryan, l'influent directeur du journal Le Devoir, lance un appel public en faveur d'une solution négociée. Le sociologue Guy Rocher faisait partie du groupe. Mon souvenir, c'est que c'est Claude Ryan qui m'a téléphoné pour me dire il y a une réunion qui se prépare rapidement, on y va, j'y vais. Bon. Un groupe de citoyens du Québec, dont Yvon Charbonneau, dont Fernand Daoust, Marcel Pepin, Louis Laberge, René Lévesque, Jacques Parizeau, etc., ont décidé d'épauler l'intention déclarée du gouvernement du Québec de négocier de bonne foi. Organisée à la hâte, une conférence de presse du groupe des 16 est présidée par René Lévesque, le chef du Parti québécois. Notre appui le plus pressant à la négociation d'un échange des 2 otages contre les prisonniers politiques, et ce, envers et contre toute obstruction de l'extérieur du Québec, ce qui implique nécessairement le concours positif du gouvernement fédéral. C'était d'appuyer M. Bourassa à ce moment-là. Nous voulions à tout prix éviter que les pressions qu'on sentait bien du reste du Canada le fassent faiblir. Il ne faut pas être naïf. Les gens qui sont là, c'est des gens qui sont autour de René Lévesque, lequel est la personne contre qui on vient de faire une élection et qui s'est fait battre à la dernière élection. Vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y avait pas une stratégie politique dans les déclarations de René Lévesque. Voyons donc. Envers et contre toute obstruction de l'extérieur. Jacques Langto est alors le leader du groupe qui tient en otage l'attaché commercial britannique James Cross. Pour nous, c'était un grand moment. C'était une victoire du gros bon sens. On négocie, on met fin à la crise, puis allez, on passe à autre chose. Vendredi 15 octobre, tous les ministres sont rappelés à Québec pour adopter une loi spéciale forçant le retour au travail des médecins spécialistes en grève contre la mise en place du régime d'assurance maladie. 30 ans plus tard, Robert Lemieux, depuis décédé, affirmait que son vis-à-vis Robert Demers avait rompu les négociations ce jour-là. Quand je suis arrivé à la négociation, le 15, M. Demers m'a dit « il y a plus de négociation ». J'ai dit « comment ça ?» Il dit « il n'y a plus de négociation, il dit c'est fini, puis il va y avoir quelque chose de grave ». J'ai dit « quoi » ? Il dit « je ne sais même pas moi-même », il dit « je ne peux pas te le dire ».
Mais selon Robert Demers, c'est Lemieux qui a rompu les négociations en refusant de se rendre à Québec comme convenu. Dans ces circonstances, son rapport au Conseil des ministres laisse peu d'options. J'ai dit, c'est clair dans mon esprit qu'on s'en va nulle part et qu'on ne pourra pas arriver à quoi que ce soit avec Lemieux. Je pense que c'est là que Robert Bourassa a décidé qu'il était temps de prendre des mesures beaucoup plus radicales. Il s'agissait d'utiliser la loi des mesures de guerre, un projet discuté depuis quelques jours avec le patron de l'escouade antiterroriste de Montréal, Julien Giguère. Disons qu'on m'a consulté une fois ou deux à l'effet de dire « As-tu assez de pouvoir avec ça? » On dit « Ben écoute, là, c'est bien tout, ça n'a pas de sens. Oublie ça, oublie ça, oublie ça. » Et puis, il y avait un problème de taille à l'adoption des mesures de guerre, se souvient Robert Demers. La première difficulté, c'est que Trudeau était contre. Lorsqu'on lui a annoncé qu'on voulait utiliser cette loi, sa réaction initiale était non, non, non. Avant de devenir premier ministre du Canada, Pierre Trudeau, professeur de droit et intellectuel progressiste, avait souvent dénoncé l'arbitraire de la loi des mesures de guerre. Mais Robert Bourassa y tenait, et lui, il a, si je peux employer ce mot, poursuivi Trudeau jusqu'à ce qu'il finisse par céder, jusqu'à ce qu'il finisse par le convaincre que c'était au fond le seul moyen qu'on avait. Il ne pouvait pas être question de passer une loi spéciale. On n'avait pas le temps au milieu des circonstances dans lesquelles on était. Il fallait agir vite, et pour agir vite, malheureusement, c'était la seule loi qui existait. Pierre Trudeau confie alors à son chef de cabinet, Marc Lalonde, la mission de lui sauver la face aux yeux de l'histoire. M. Trudeau ne voulait pas avoir une situation où ceux qui faisaient le plus pression pour obtenir cette proclamation puissent, 3 mois après, 6 mois après, dire « Ah, ben vous savez, c'était pas ça qu'on voulait, c'était peut-être pas tout à fait comme ça. » Alors il a dit « Je ne bougerai que si j'ai de la part de Montréal et de Québec une lettre identique qui demande clairement, nettement, sans hésitation, la proclamation de la loi sur les mesures de guerre et l'adoption de règlements en vertu de cette loi-là. » Et c'est vous qui avez été délégué pour aller s'assurer que les lettres soient identiques. Exactement. En soirée, pendant que le maire Drapeau signe la lettre, 3000 personnes sont réunies au centre Paul Sauvé pour une assemblée du FRAPP, un parti municipal de gauche. On est à 10 jours des élections montréalaises, mais la politique municipale cède le pas à la crise qui secoue le Québec, surtout depuis l'enlèvement du ministre du Travail, Pierre Laporte. On avait un ministre du chômage qui faisait rien, alors il peut pas nuire là où il est. Ah bon? Ben tant mieux, je suis bien content. Robert Lemieux s'en vient. On va s'organiser intelligemment, on va choisir nos terrains et nous vaincrons! Là, on a Lemieux qui vient d'utiliser le slogan du FLQ. Et on me demande parfois qu'est-ce que je pense de Lemieux. Ben, j'ai jamais pensé que Lemieux a agi et n'a été un avocat dans ces circonstances. Il a été réellement un membre du FLQ. Robert Comeau est alors professeur à l'UQAM et un militant actif du FLQ. Ça donne une fausse idée quelque part. Mais le gouvernement a pu être effrayé de voir qu'il y avait des appuis. Je dois dire que cette soirée-là, plus que n'importe quoi que Lemieux aurait pu dire, a certainement scellé son sort quant à toutes les velléités qu'il pouvait avoir de négocier quoi que ce soit. Vers minuit, Marc Lalonde rentre à Ottawa, en possession de 2 lettres signées par Québec et Montréal. Les mesures de guerre sont proclamées cette nuit-là. C'est avec beaucoup de crainte et d'hésitation, ce n'est qu'en désespoir de cause qu'on a eu recours à la loi sur les mesures de guerre. Ça a permis au corps de police rapidement d'identifier
qui étaient les personnes qui avaient fait l'enlèvement. Et entre autres, une des personnes qui a été identifiée, c'est Jacques et Paul Rose. Les deux gouvernements, à Québec et à Ottawa, croient ainsi avoir donné à la police les outils nécessaires pour identifier les auteurs des prises d'otages. Mais en fait, l'escouade antiterroriste les connaît depuis le début. Donc, 24 heures après l'enlèvement de James Richard Cross, vous avez des suspects. 24 heures après l'enlèvement de Pierre Laporte, vous savez c'est qui l'a fait. Oui. On avait fait le lien assez vite qui a dit « Oh là là, les roses, là, un tel et un tel. » Il le savait. Non, il ne le savait pas. Racontez-moi pas ça, là. La police ici savait qui avait fait les enlèvements. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de ces pouvoirs-là? La police ne le savait pas, à ma connaissance. S'ils le savaient, eux seraient criminels. La police elle-même aurait commis un acte criminel de ne pas informer le ministre de la Justice qu'ils sont au courant d'auteurs de crimes. Dès 4 heures du matin, le samedi 16 octobre, des centaines de personnes sont arrêtées, leurs droits suspendus. Des milliers de domiciles sont aussi fouillés sans mandat et parfois sans ménagement, comme en témoigne une famille de Longueuil. Ils ont défoncé en avant, en arrière, en haut. Il y avait autant d'hommes, sinon plus, à l'extérieur. J'ai juste eu le temps de m'asseoir du bord de mon lit. T'es arrivé quelqu'un qui a une fusil dans la porte de chambre, puis tu toi, reste là, mon écœurant. J'ai entendu les vitres, les vitres cassées tout en même temps, puis tirer des coups de feu. J'ai vu passer la poignée de la porte, puis il était revenu jusque dans la cuisine. Ça y est, on les a. Une vraie bande de fous, des fous maniaques. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi sur les mesures de guerre, la Sûreté du Québec a ordonné que soit conduite à la station de police la plus rapprochée toute personne ayant à sa possession tout tract, macaron ou affiche à caractère politique. Qu'est-ce que c'est ça? Ça vous fait rire? Qu'est-ce que c'est ça? À caractère politique. Les forces policières ont également saisi des quantités importantes de livres, d'affiches et de tracts à caractère politique. Michel Saint-Louis a couvert la crise comme reporter à la station de radio CKAC. Gros pas mal, hein? Le poster de Che Guevara, si quelqu'un avait un poster du Che dans son appartement, arrachait le poster, arrêtait l'individu. Ça a comme pas d'allure. C'est un mandat tellement large, tellement vaste. Le patron de l'escouade antiterroriste, celui qui avait réclamé des pouvoirs spéciaux, n'en revient toujours pas qu'on les ait accordés à tous les corps policiers sans distinction. Ça aurait dû être dédié aux services de sécurité et de la police. Et puis, encore là, pas des grosses radios comme ils ont fait. Dire, on n'arrête pas ce 400 du coup, on n'arrête pas. Écoute, là. Vous dites que ça aurait dû être un instrument chirurgical. D'après moi. Mais là, on a fait quoi? Une patte d'éléphant qui a écrasé apparemment une mouche, mais c'est pas une mouche, on met un bouchon sur le volcan. Ça a eu au moins cet effet-là. Absolument, absolument. Psychologique. Ben oui, c'est ça, c'est important. Les felkistes confirment, l'opération les a paralysés de peur. Sur le coup, on était terrorisés, nous aussi, on a eu peur. On se sent un peu coupable. Qu'est-ce qu'on vient? On a déchaîné une telle force. Ils sont arrivés 6 voitures, 11 hommes armés jusqu'aux dents. André Ferretti, mère de famille et indépendantiste de gauche. C'est sûr que j'étais une militante très engagée. J'organisais les manifestations. Mais justement, c'était très clair, étant si public que j'étais pas dans la clandestinité. Comme plusieurs centaines d'autres Québécois, elle se trouvait sur la liste des personnes à arrêter. Elle ne réalise pas ce qui lui arrive. Puis là, ils m'ont dit, apportez-vous une brosse à dents. Alors, j'ai dit, c'est pas nécessaire. Moi, c'est tellement stupide, votre arrestation. Je vais être revenue avant la fin de la soirée. Je n'ai pas cru que j'étais arrêtée. Pourtant, j'entendais. Et combien de temps vous avez été en détention? 51 jours. Et 21 jours incommunicado, enfermée
jour et nuit dans une petite cellule avec le néon au-dessus de nos têtes. Allumé. Allumé tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Détenue au centre Parthenay, elle sera accusée au bout de 3 semaines d'appartenance au FLQ. Avez-vous déjà appartenu au FLQ? Jamais. Pour une simple raison, peut-être que, je ne sais pas, je me serais peut-être laissé tenter, mais personne ne m'a jamais approché. Un mois plus tard, comme pour presque tous les autres détenus, les accusations sont abandonnées. Et ils m'ont envoyé, jamais eu un mot d'excuse, jamais rien. Non, ne l'ai pas. Ils m'avaient gardé 51 jours. Il y a des gens qui ont été arrêtés après la proclamation de la loi des mesures de guerre, qui clairement n'auraient pas dû être arrêtés. C'était un travail de policier mal fait, à mon avis. Moi, je défends les arrestations qui ont été faites de bonne foi par chacun des gars qui ont mis l'annonce sur la liste. Puis que si on va fouiller dans le fin fond ou dans le très fond de chacun de ces personnes-là, puis qu'on va les questionner, puis qu'ils sont honnêtes, elles vont admettre qu'à un moment donné, oui, elles ont émis une opinion, elles ont professé en faveur de l'option de prendre la violence pour arriver à une fin bien politique. André Ferretti, elle, l'avait même fait lors d'un débat télévisé sur les ondes de Radio-Canada en 1968. Il faut s'organiser, mais certainement, je vous en donner des exemples. Ça peut être un soulèvement général, ça peut être une lutte armée, ça peut être la guérilla. Dans les rangs du FLQ, la panique initiale provoquée par les nombreuses descentes policières fait bientôt place à l'incrédulité. Moi, je me souviens très bien d'être réveillé pendant écoutant la radio cette nuit-là, voir, puis effectivement, je suis dans mon lit, je me disais, ils vont-tu venir nous chercher? Mais non. Mais effectivement, ça fait peur. En fait, dit Jacques Langto, pas un seul des véritables militants felkistes n'a été arrêté par la police. Personne. Ils ont été personne. Ils ont été des gens qui étaient des sympathisants, des gens qui, pas à la cause du FLQ, mais des gens qui étaient sympathisants à l'idée d'indépendance au Québec. C'est d'abord ça qu'on voulait frapper. C'était, d'après moi, c'était l'opération terroriste, elle était là. Attention, réplique Julien Giguère, on a volontairement laissé en liberté les militants connus du FLQ pour pouvoir les prendre en filature. Il a lui-même rayé leur nom de la liste des arrestations. Le plus grand nombre que j'ai vu sur mon pupitre, c'était à peu près une 60aine. Et puis, sur lequel, à un moment donné, j'avais fait radier des personnes parce que je disais, ben non, il faut que ça soit la route, il faut que ça soit la route. Un de ceux-là était le professeur d'université Robert Comeau, considéré par la police comme une des têtes dirigeantes du FLQ. On le surveillait jour et nuit. 14 autos de police qui me suivaient pendant la crise d'octobre, ça veut dire qu'ils nous voyaient déposer les communiqués. Hein? On peut penser que la police nous voyait faire puis elle laissait aller le jeu, en attendant, en espérant toujours qu'on irait là où était cassée la porte. N'empêche, Robert Comeau ne s'explique toujours pas aujourd'hui comment la rafle policière a pu à ce point rater sa cible. Il aurait pu tout écraser, les felkistes, les 30, là, ils nous connaissaient, ils savaient, il aurait pu nous arrêter, mais on arrêtait des Pauline Julien, voyons donc, c'était évident que Pauline Julien n'était pas impliquée dans la FLQ. Alors c'était une opération pour essayer de faire peur. On a brisé les libertés de certains Québécois, pas des Québécois. Avez-vous été dérangé, vous? Non, ma famille n'a pas été dérangée. Mais Pauline Julien, est-ce qu'elle était une felkiste? Bien, qu'est-ce qu'elle a fait, Pauline Julien? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a chanté? Qu'est-ce qu'elle a crié? Qu'est-ce qu'elle a promulgué? A-t-elle fait des spectacles pour aider ou subvenir à certains personnages? Est-ce qu'elle a fait des gestes illégaux aussi? Tu sais, je veux dire, non. Je parle pas de ses opinions. Non, mais j'ai dit encourager, aider, assister. Encourager et aider, encourager. C'est ça, l'acte criminel. Là. Il fait partie de ça. Pauline Julien avait donné des spectacles et participé à une marche pour la libération de 2 felkistes avoués, Charles Gagnon et Pierre Vallière, l'auteur du pamphlet Nègre blanc d'Amérique. Avez-vous été maltraité? Non, pas moi. André Ferretti a subi plusieurs interrogatoires. Le premier, après 11 jours de détention.
La première chose qu'ils me disent, il n'y a pas de fenêtre. Vous savez, vous êtes dans une pièce insonorisée. Ça, c'est tout à fait dire, on peut te faire ce qu'on veut. Tu peux crier, tu peux faire ça. C'est tout de suite la menace. D'autres ont connu pire, comme une de ses voisines de cellule, Lise Rose, la sœur de Jacques et Paul, deux des ravisseurs du ministre Pierre Laporte. Il la laissait debout, appuyé à un mur, les bras étendus en croix. Vous savez comment c'est fatigant quand vous n'avez pas d'appui? Et dès qu'elle baissait les bras, il la giflait. Et ça durait des heures et des heures. Nue jusqu'à la taille. Évidemment que la loi des mesures de guerre, c'est de mettre le bouchon sur le volcan à Montréal. C'est la raison principale. Mais c'était une belle opportunité, c'était un bel instrument de travail pour nous autres, d'être capable d'aller en chercher plusieurs, de les garder en dedans, d'être capable de les questionner, de les interroger sur ce qu'ils savaient, ce qu'ils pouvaient nous donner, aller chercher, aller à la pêche, si vous voulez. Hein? Il y a peut-être une expression vulgaire, mais donner un bon coup de pied au cul. Ouais, fait que... C'était ça, la loi des mesures de guerre. Ben, je pense. Rose dit, bon, nous, vous avez le lead dans les événements, dans l'opération Libération. Donc, faites connaître publiquement votre position et puis on va vous suivre, on va vous appuyer, on va vous suivre. Parce que on voyait mal que si nous, on décide de ne pas tuer Cross, comment eux pourraient décider de tuer Laporte? Ça n'a aucun bon sens. Il est aussi convenu que les prochaines directives doivent être communiquées au plus tard à 15 h le samedi 17 octobre. Ce jour-là, on nage en plein drame, avec la police qui multiplie depuis la veille fouilles et arrestations sous la loi des mesures de guerre. Nous, c'était définitif. On voulait faire baisser la tension. Jacques Langteau émet donc un communiqué annonçant que le FLQ abandonne sa menace d'exécuter les otages. Et qu'est-ce qui est arrivé de ce communiqué? Ce communiqué-là n'a jamais vu le jour. Le communiqué s'est mystérieusement volatilisé. Aucun média ne le rapporte. Le samedi matin, quand on a vu qu'il n'y a rien qui sortait dans les journaux, on a écrit une copie de ce communiqué-là, parce qu'on a envoyé un deuxième, parce qu'on a paniqué, là, nous. La deuxième version de ce drapeau blanc du FLQ, émise à 10 h du matin, est interceptée par la police dans des circonstances inconnues. Les journalistes ont leurs doutes. Je pense que les policiers nous ont mis sur écoute et qu'ils sont intervenus quand ils voulaient bien intervenir. Ce communiqué-là a été envoyé à 2 reprises où on disait c'est fini. Ma théorie à moi, c'est qu'ils ont brisé notre réseau de communication en se disant ils vont commettre l'impair, ils vont se mouiller davantage, sans présumer que Laporte allait mourir, mais qu'on allait commettre des gaffes vu qu'on ne peut plus se communiquer. C'est quand même bizarre que ce communiqué-là, qui aurait pu être un signal d'arrêt, a été subtilisé par la police. Vous savez ce qu'il y avait dans ce communiqué-là? Non. Un drapeau blanc. On ne tue personne. C'était le message à la cellule Chénier. On ne tue pas personne. Pour Michel Saint-Louis, la mort de Pierre Laporte est un drame personnel. C'est lui qui a découvert le corps le soir des communiqués disparus. C'est le 3e téléphone que l'on recevait à CKAC. Les premiers appels du FLQ à la station CKAC pour annoncer la mort de Pierre Laporte ne sont pas pris au sérieux. On exige un communiqué écrit et un plan de l'endroit où se trouve le corps. Toutes les indications, on nous les donnait au téléphone. Est-ce qu'on peut avoir une confirmation, s'il vous plaît, que ce n'est pas un tour que l'on nous joue? Donc là, on nous a envoyé un communiqué et on nous a appelé, on a dit, il y a un communiqué. Je suis allé chercher le communiqué. Dans ce message, il était indiqué que l'on retrouverait le cadavre de Pierre Laporte dans une automobile ou une Chevrolet. La voiture se trouve près de l'aéroport de Saint-Hubert. C'est la même qui avait servi à l'enlèvement une semaine plus tôt. Le journaliste demande à son directeur la permission d'ouvrir le coffre.
je me dis, peut-être qu'il est encore vivant, peut-être que c'est juste, on nous dit qu'il est mort, mais peut-être vit-il encore. Il faudrait peut-être que j'ouvre le coffre. Mais on m'a défendu, Pierre Robert m'a défendu d'ouvrir à l'époque en raison de la loi sur les mesures de guerre. Je vais vous dire que ça m'a fait mal un peu. On appelle alors la police, qui appelle à son tour une escouade de démineurs pour ouvrir le coffre, craignant une bombe. Les heures passent, le FLQ s'impatiente et contacte Normand Maltais, l'annonceur vedette de CKAC. Normand Maltais m'a dit par VHF que le FLQ attendait, se demandait pourquoi j'ouvrais pas le coffre, que les clés étaient là. Eh, bon Dieu, qui est énervé. OK, les autres. Mesdames, Messieurs, Télémédia vous présente une autre édition spéciale. Voici Normand Maltais. Chers auditeurs, nous vous rappelons d'abord que les autorités policières viennent de confirmer, il y a quelques instants à peine, la mort des 2 otages qui avaient été kidnappés par des cellules du Front de libération du Québec. Ça, c'est probablement le plus gros dérapage de l'information qui est arrivée pendant la crise d'octobre, et je me mets à la place de Mme Cross, ou enfin de gens là, qui, quand elle a appris que son mari était mort, alors que c'était faux. C'est épouvantable. Le Robin des Bois, il est moins drôle. Oui, là, il est moins drôle, effectivement. À l'appartement de la rue des Récollets, où il est détenu depuis 2 semaines, James Cross apprend à la télévision la nouvelle de sa propre mort. C'est à ce moment-là que James Cross a dit, est-ce que je pourrais avoir une cigarette? J'ai arrêté de fumer il y a longtemps, mais là, c'est un moment difficile. Il a dit, qu'est-ce que va penser ma femme et tout. Donc, c'était un moment... Nous, on était convaincus que la police nous avait découvert. En fait, Longto et son groupe croient que par cette nouvelle, la police prépare l'opinion à une fusillade meurtrière imminente dans une tentative de libérer Cross. On a pensé vraiment, mais sérieusement, que nos derniers moments est arrivé, qu'il y aura un carnage, que la police rentrait, défonçait la porte et que tout en tirant, tout le monde y passait. Pour l'instant, nous retournons à Saint-Hubert, d'où nous parle notre collègue Michel Saint-Louis. J'aimerais bien vous lire le texte intégral du communiqué. C'est la première fois, c'est la première fois que j'entends ça depuis 1970. Que de souvenirs. Voici le texte intégral de ce communiqué qui était, pour cette fois, écrit à la main. Au milieu de la nuit, alors que les journalistes affluent à proximité de l'aéroport de Saint-Hubert, Michel Saint-Louis fait lecture à la radio du communiqué du FLQ annonçant l'exécution. Pierre Laporte, ministre du Chômage et de l'Assimilation, a été exécuté à 6h18 ce soir. Je me demandais pourquoi j'avais écrit à l'époque ministre du Chômage et de l'Assimilation. Robert Comeau revendique la paternité de cette expression dans le communiqué pourtant écrit de la main de Paul Rose. Il se souvient aujourd'hui que Pierre Laporte avait voté en faveur du Bill 63, donnant le libre choix de la langue d'enseignement. Je me disais, comment j'ai pu dire Pierre Laporte, ministre du Chômage et de l'Assimilation? Mais le mot assimilation venait du fait qu'il avait appuyé cette position-là qu'on trouvait complètement aberrante. N'empêche, on a peine à trouver une excuse pour injurier un mort jeté ensanglanté dans un coffre de voiture. L'outrage ne cadre pas avec une délicatesse des felkistes qui hantent toujours Michel Saint-Louis. On avait pris la peine, et c'est ce qui m'a fait dire plus tard, c'est là que j'ai eu peut-être des remords d'avoir suivi les instructions de mon patron, c'est qu'on avait mis une tête d'oreiller sous sa tête. Est-ce qu'on met une tête d'oreiller sous la tête d'un individu qui est mort? Croyez-vous qu'il puisse être mort dans la voiture? Moi, je pense que oui, mais si on pouvait me rassurer sur le fait qu'il était bel et bien décédé quand je suis arrivé sur place, mais peut-être que je dormirais un petit peu mieux certains soirs. Au retour de la pause, comment est vraiment mort Pierre Laporte et l'exercice de propagande qui a suivi. Comment Pierre Laporte est-il vraiment mort? Plusieurs versions s'affrontent depuis 40 ans, certaines farfelues, plusieurs contradictoires. Le rapport d'autopsie est formel
il a été étranglé. Cause du décès. Asphyxie aiguë par strangulation au lien. Le lien était de toute vraisemblance sa chaînette de cou qu'il portait encore au moment de l'autopsie. Étranglé, mais dans quelles circonstances et par qui? Selon Pierre Vallière, c'est la pègre qui l'a assassiné. D'autres parlent d'un complot de la GRC. Lors des procès, ce sont les felkistes Paul Rose et Francis Simard qu'on a condamnés pour meurtre. Dans son livre « Pour en finir avec Octobre », Simard le revendique, affirmant que la décision d'exécuter Pierre Laporte a été prise de sang-froid par ses ravisseurs. Sauf que c'est une version que la police et les autorités politiques savent fausse, révèle aujourd'hui Robert Demers, le bras droit de Robert Bourassa pendant la crise. Pierre Laporte n'a pas été assassiné, c'est un homicide involontaire. Il a été étouffé dans un moment de panique. Les autorités le savent parce qu'elles ont enregistré à leur insu les échanges qu'ont eus en prison Jacques Rose et son avocat Robert Lemieux en janvier 1971. Ces enregistrements sont illégaux et ne peuvent servir en preuve lors d'un procès. N'empêche, Jacques Rose y raconte que son frère Paul n'était même pas présent au moment de la mort du ministre. Il se trouvait à Montréal. Inquiet de ne pas avoir reçu comme prévu le mot d'ordre de la cellule de Jacques Langteau, il avait décidé d'évacuer la maison de Saint-Hubert où Pierre Laporte s'est gravement blessé la veille en tentant de s'évader par une fenêtre. Il y a un seul moyen, le transporter caché dans le coffre de la voiture, d'où la présence d'un oreiller pour son confort. Mais voilà, pris de panique au moment d'être placé dans le coffre, Pierre Laporte se met à hurler. Jacques Rose et Francis Simard l'agrippent pour faire taire les cris qui menacent d'alerter les voisins. Ils ignorent que sous le col de son chandail se trouve une chaînette qui l'étrangle. Lorsqu'il cesse de crier, il est mort. Si on le fait par accident, pourquoi écrire qu'on l'a exécuté? C'est de la bravade? Oui. Le FLQ, je pense, voulait montrer qu'il était sérieux, qu'il voulait être pris au sérieux par la population. Le FLQ, par la suite, a dit qu'il l'avait exécuté, mais ça fait partie de leur scénario de mensonge continuel. Mais ça a eu un impact épouvantable sur toute la population. Je pense que l'impact peut-être le plus grand, ça a été sur René Lévesque lui-même. Ceux qui, froidement et délibérément, ont exécuté M. Laporte, après l'avoir vu vivre et espérer pendant tant de jours, sont des êtres inhumains. C'est dur, oui. C'est dur. Mais, comme je vous dis, moi, on était contre l'idée de la mort. On a, de notre côté, tué personne. On a envoyé ce communiqué-là pour empêcher justement que le pire soit commis. Ça a été écrit à 2 fois, à 2 reprises. Vous dites, on a caché votre drapeau blanc. Oui. Donc, il y a une volonté. Donc, au-delà des personnes qui ont tué Laporte, il y a des gens qui ont manipulé la chose, qui ont fait en sorte que cette mort-là se produise, pour que ça retombe sur tous nous autres. Et ça, c'est grave aussi. Mais au buffet de la manipulation, tout le monde s'est servi dans cette crise, à commencer par le FLQ. La radio de Radio-Canada a obtenu copie d'un enregistrement réalisé dans l'appartement de la rue des Récollets, où est alors détenu James Cross. Jacques Langteau et son acolyte Jacques Cossette-Trudel discutent longuement de comment ils ont manipulé les médias. Ils affirment que c'est pour y arriver qu'ils ont choisi les kidnappings. Cette bande audio, le FLQ voulait l'envoyer à un magazine français. On se disait, si la nouvelle sort en France, on serait mal vu de ne pas faire l'écho ici de cette nouvelle-là qui serait sortie en France. Donc, on aurait d'une façon indirecte brisé le blocus. La même tactique avait déjà fonctionné avec cette célèbre photo montrant James Cross assis sur ce qu'on prétendait faussement être une caisse de dynamite. Cette photo-là, savez-vous comment c'est venu ces journaux du Québec? Non. Pour éviter qu'elle soit interceptée par la police,
le FLQ l'avait expédié à une agence américaine. Effectivement, ça a été envoyé à New York et le lendemain, dans tous les journaux, il y avait la photo qui est revenue, mais c'est parti de l'étranger. La question des médias semblait vraiment une obsession de passer votre message. Oui, oui, effectivement, on cherchait par tous les moyens. On voulait que les gens parlent, communiquent entre eux. La crise d'octobre, c'est un exercice de part et d'autre de propagande. Oui, moi, c'était l'aspect principal, c'était de faire publiciser la cause de l'indépendance puis la cause des travailleurs exploités. Les deux allaient ensemble et effectivement, c'est ça de la propagande. Moi, je trouve que c'est de faire connaître, c'est ça, c'est de faire connaître notre cause. C'est un fait que c'est arrivé. Après coup, on peut s'en rendre compte là, que c'était dans leur visée à eux. Mais nous, quand on recevait ces choses-là puis qu'on faisait notre travail, on ne pensait pas à tout ça. Mais... La propagande du FLQ a eu sa contrepartie à Ottawa, quand le gouvernement Trudeau a commencé à faire l'objet de critiques pour avoir imposé les mesures de guerre, une première en temps de paix. Marc Lalonde convoque alors à son bureau d'Ottawa le rédacteur en chef du Toronto Star, Peter C. Newman. J'ai passé du temps avec Newman et son épouse qui était journaliste à l'époque. Elle leur expliquait qu'est-ce qu'on entendait, qu'est-ce que l'information qu'on nous transmettait de Montréal et de Québec en disant la situation est beaucoup plus dramatique que vous pouvez le penser. Dans sa récente autobiographie, Newman révèle que pendant 1h30, Marc Lalonde tente de le convaincre qu'un coup d'État est en préparation au Québec et qu'il s'agit de la vraie raison des mesures de guerre. Les putschistes, le groupe des 16, qui a lancé un appel public à négocier avec le FLQ le 14 octobre, groupe dirigé par Claude Ryan, le directeur du Devoir. Dans le fond, il s'agissait de remplacer M. Bourassa comme premier ministre, tout simplement. Marc Lalonde tenait ces informations de Lucien Saunier, le bras droit du maire de Montréal. Est-ce que ça vous paraissait sérieux, ça, vous, comme risque? Bon, ça m'apparaissait véritablement plus qu'étonnant comme idée, mais je n'avais pas de raison de mettre en doute la parole de M. Saunier, qui était un homme très respecté et respectable. Le journaliste Robert McKenzie est alors le correspondant du Star à l'Assemblée nationale du Québec. Le dimanche 25 octobre, le propriétaire du journal et le rédacteur en chef, Peter C. Newman, l'appelle chez lui. Il me donne des noms des gens qui feraient partie de ce complot-là. Là, je me suis mis à rire. Parce qu'oubliez pas que ça m'a été présenté comme une sorte de coup d'État. Dans le groupe, Claude Ryan, Guy Rocher, Alfred Rouleau du Mouvement Desjardins. C'est comme si aujourd'hui on disait qu'on apprenait que Jean Coutu était en train de préparer un coup d'État au Québec. C'est absolument invraisemblable. Malgré les réfutations véhémentes qu'il obtient de Claude Ryan, le Star publie en première page son article affirmant que les mesures de guerre avaient pour but de contrer un projet de renversement du gouvernement du Québec. L'article a pour seule signature le bureau du Star à Ottawa. Pendant des années par la suite, Newman a gardé le silence sur l'identité de ses sources. Mais son autobiographie révèle qu'après sa rencontre avec Marc Lalonde, Pierre Trudeau en personne l'a appelé pour confirmer l'existence du complot et insister pour qu'il écrive son article. Newman l'avait aussi confié à Robert McKenzie. J'arrive pas à croire que Peter Newman ne savait pas qu'il était loufoque de voir Claude Ryan parmi les leaders d'un coup d'État. C'est impossible. Ça faisait partie d'une tentative pour, comme ils ont fait à chaque fois qu'ils avaient l'occasion, pour noircir le Québec. À l'élection municipale de Montréal le 25 octobre, Jean Drapeau obtient plus de 90% des votes. Lui, dont le bureau est à l'origine de la thèse du coup d'État, profite de son discours pour remercier les gouvernements de Québec et d'Ottawa. Et qu'ils sont venus aider ce régime à résister non seulement aux attaques révolutionnaires connues, mais aux tentatives
de préparer le gouvernement provisoire qui allait présider au transfert du pouvoir constitutionnel au pouvoir révolutionnaire. C'est complètement ridicule. C'était complètement ridicule et je m'en souviens tellement de cette soirée-là. C'était révoltant. Mais ils ont inventé de toutes pièces à ce moment-là le fait qu'on allait sortir des règles de la démocratie. Où prennent-ils ça? On n'a jamais déclaré qu'on voulait faire un coup d'État. Dans son autobiographie, Pierre Trudeau confirme que c'est bien cette menace qui a été pour lui le facteur décisif dans l'imposition des mesures de guerre. Mais il y a un problème. Fin décembre 70, alors que plusieurs des personnes arrêtées par la police sont toujours en prison, le premier ministre reçoit à son bureau un comité de 8 personnalités, la plupart faisant partie des prétendus putschistes, dont Claude Ryan et Guy Rocher. Il ne nous a jamais parlé, pendant 1 heure où nous avons été avec lui, de la possibilité d'un coup d'État que nous aurions, nous, monté. Il n'y en a même pas des questions. Je pense qu'il aurait trop fait rire de lui s'il nous avait parlé de cela. Au contraire, ce dont il nous a longuement parlé, c'était les déficiences de la police pour expliquer le grand nombre d'arrestations. Chose certaine, la crise a porté un dur coup au mouvement indépendantiste. Le PQ a perdu la moitié de ses membres. Mais pour Marc Lalonde, Ottawa aurait pu lui faire encore plus mal en refusant d'intervenir. Si le gouvernement fédéral avait été cynique à ce point-là, la meilleure chose qu'il aurait pu faire, ça aurait été de ne rien faire. Laisser la situation se détériorer encore davantage au Québec. Laisser là, littéralement le bordel se produire. Et là, le mouvement indépendantiste était fichu. Début décembre, les policiers découvrent la cache de James Cross. En échange de leur otage, les ravisseurs obtiennent un sauf-conduit vers Cuba. Après plusieurs années d'exil, ils reviendront au Québec où ils seront jugés et condamnés à la prison. Quant aux ravisseurs de Pierre Laporte, retrouvés fin décembre 70, ils ont purgé plusieurs années de prison pour la mort de leur otage. Devant le tribunal, ils en ont accepté la responsabilité collective, mais ils ont toujours refusé de raconter les circonstances exactes du drame.